Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Bonjour à tous, nous sommes avec vous jusqu'à 14h avec Keïssa Zouroubabel. Bonjour. Bonjour Dani. On va recevoir tout de suite, dans un instant, Jean Dorsin de RHT, mais aussi de l'UJMG. On va parler de Conakry, de ce voyage de la délégation des journalistes qui étaient présents dans la capitale de la Guinée. On saura tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on va recevoir Daniel Sylvestre, technicien du parc naturel de la Guadeloupe, parc national, je devrais même dire. Et puis, nous aurons 2 chroniqueuses. Aujourd'hui, Véronique Kellery qui nous parlera de communication. La femme dans la publicité, ça vous intéresse, Keïssa. Et puis plus tard, bien sûr, Martine Fazer, la culture selon Martine. Voilà un petit peu le sommaire des talks du ZCL. Nous sommes avec vous jeudi jusqu'à 14h. Nous sommes en direct de RHT, bien évidemment, puisque le journaliste de RHT est là. Nous sommes aussi en direct de C10 FM sur la 103. Et on profite pour saluer notre ami Jeff. C'est à vous, Keïssa. Oui, tout de suite, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Depuis hier après-midi, la Guadeloupe est privée de sa principale structure hospitalière. L'incident qui s'est déclaré aux environs de 14h dans un local technique a entraîné l'évacuation totale du CHU, avec le délicat transfert de prématurés ou patients du service de réanimation vers d'autres structures secondaires. Ils étaient nombreux ce matin devant la mairie de Capesterre-Belle-Eau qui a vu son accès bloqué par le collectif des usagers de l'eau, tous regroupés dans le même but, manifester leur mécontentement concernant le manque d'eau dans la commune. Et nous terminerons le journal avec une manifestation organisée à Basse-Terre à l'occasion de la célébration du 25 novembre 2017. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Elle est relayée par différentes actions de sensibilisation, un sujet donc qui vous intéresse, mesdames. Et peut-être aussi les messieurs qui tapent sur les femmes. Voilà, il est 12h34, je vous l'ai dit, on va recevoir Jean Dorsin. Jean Dorsin, c'est le journaliste de RHT, mais c'est aussi un membre de l'UJMG, l'Union des journalistes et médias de la Guadeloupe. Nous étions la semaine dernière à Conakry, la capitale de la Guinée, et c'était pour l'occasion le 46e congrès de l'Union de la presse francophone. Bonjour Jean. Bonjour Dani. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces assises de la presse francophone ? Un très beau thème, la 46e qui s'est déroulée, vous l'avez dit, à Conakry, en Nouvelle-Guinée, avec un thème journalisme, investigation et transparence. On a eu 4 jours de débat du 20 jusqu'au 25, où on a pu voir les différents thèmes et surtout même qu'est-ce qu'on attendait même du journaliste, des débats, des confrontations entre chercheurs, journalistes, professionnels de la presse. Et est-ce qu'un journaliste qui vient là, qui ne serait pas initié, pourrait, au travers de ces discussions, apprendre quelque chose de votre point de vue ? Absolument, notamment lors de ces assises, on s'est surtout focalisé sur le journaliste d'investigation, même qui est l'essence même du journaliste, qui est primordial. Aujourd'hui, qui veut n'est pas journaliste d'investigation. Il faut avoir cette panoplie, il faut avoir tout cet arsenal autour, la rédaction autour aussi. Et puis, il faut surtout savoir que le journaliste d'investigation n'est pas comme le journaliste classique, qui ira chercher les informations, traiter et la diffuser. Ça peut prendre des jours, des mois, des années pour travailler sur des thèmes et savoir que le journaliste d'investigation est celui qui va chercher cette info qui va être diffusée, qui est cachée quelquefois, et cette information qui va faire mal au public, qui va être diffusée au public, mais qui va faire mal à certaines personnes. Alors, autre chose, c'est l'occasion, au cours de ces assises, l'année dernière, nous étions à Madagascar, cette année, nous étions en Guinée, c'est l'occasion de confrontation, de rencontres avec des journalistes francophones de tous les pays, notamment des pays africains. Vous avez eu des discussions, des rencontres avec nos confrères des autres pays ? Oui, durant ces 4 jours, on a échangé avec des confrères du Sénégal, des confrères du Burkina Faso, des confrères un peu de toute la zone francophone, même des Caraïbes.
européens, des confrères d'Haïti, et ça nous permet de voir comment ils évoluent au sein de leur pays, comment ils mènent les investigations dans leur pays, comment les difficultés qu'ils abordent au quotidien. On va dans certains pays africains où certains sont obligés de se cacher, certains sont obligés de commencer une enquête et de donner à d'autres confrères à la diffuser, puisque on n'a pas les mêmes droits, nous n'avons pas les mêmes législations dans les zones francophones. Ça veut dire, au travers de ce que vous dites, Jean d'Orsin, que la presse francophone africaine, en tout cas, connaît quelques difficultés pour s'exprimer, pour investiguer? Oui, quand on regarde l'histoire même et quand on a vu de ce qu'on a entendu, et suite bien sûr au rapport qu'a fait le Diane, qui est professeur en sciences à la Sorbonne, où il faisait nous comprendre que la presse au niveau de l'Afrique est en train de courir même à se mettre dans la législation, alors que nous bénéficions d'une législation qui nous permet de diffuser des informations qu'en Afrique, que certains pays ne peuvent pas le faire. Donc ça veut dire que la presse guadeloupéenne est totalement libre? On peut dire qu'elle est libre. Reste à savoir, est-ce que les journalistes font ce travail d'investigation qui est l'essence même de la presse? Très peu, puisque on regarde même dans le journalisme d'investigation où certains, il y a l'économie même des médias qui vont rentrer, puisque quand certains patrons ne vont peut-être pas financer des médias qui vont dénoncer des informations, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Justement, la question de l'investigation, c'est une question qui est très sensible en Afrique, sensible même en France d'ailleurs, et on a vu au travers des débats que cette question-là, elle est récurrente, mais c'est une question qui n'est pas résolue en réalité. C'est une question qui n'est pas résolue. La liberté de la presse appartient au public. Le public doit être informé, le public doit avoir les bonnes infos. Et on a vu qu'au-delà même des censures, au-delà même des coupes budgétaires au niveau de la publicité, le journaliste doit garder son éthique, doit garder la déontologie, et doit avoir son but principal, c'est toujours d'informer le public avec les bonnes infos. Alors, il faut quand même qu'on dise quelques petits mots sur l'UJMG, l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe. C'est votre deuxième participation, je crois, troisième participation. Qu'est-ce que vous retenez d'une manière générale de ces nombreux voyages en Afrique? L'année prochaine, je crois qu'on sera en Europe, on visitera un autre pays. En tant que jeune journaliste, qu'est-ce que vous retenez de ces déplacements, de ces échanges, de ces rencontres? C'est une très bonne chose. L'aventure a commencé à Lomé il y a 3 ans au Togo, où je débarquais dans cet environnement où j'avais un peu, je me disais ça allait servir à quoi. Le thème même au Togo parlait de la place même des femmes au niveau de la rédaction. Souvent en Guadeloupe ou même dans les autres pays, les femmes, certains sujets ne le sont pas confiés. Les femmes, d'autres dans la gente masculine, on dit bon, ce sujet ne peut pas être traité par une femme. Déjà au Togo, j'avais pu voir que c'était faux. Avec les confrontations, on voit que les femmes peuvent traiter des sujets aussi bien que les homologues masculins. À Madagascar, le thème concernait l'économie des médias, m'a apporté encore un plus dans la mesure où, certes, nous n'avons tous pas les mêmes moyens financiers au niveau des médias, des grands médias comme des petits médias, mais il faut savoir pallier à tout ça. Et puis, cette année, je dirais que ça a été un très très beau thème. Franchement, je pense que l'ensemble de la délégation guadeloupéenne a été content. L'ensemble même des compétitions, puisque on était à 311 cette année, on a battu les records. Ce thème a été, les échanges ont été fluctuants, la qualité des intervenants. Rappelez-vous, Danick, de l'intervention de Julia Gagé, qui est professeure d'économie à la Sorbonne, qui a fait une intervention remarquable, qui disait même que même si un jour il arriverait qu'on n'a plus de publicité, on n'a plus les moyens, il faudrait toujours se battre pour donner l'info. Et même si le web aujourd'hui, on a vu aussi que le web pouvait être une menace pour le journaliste, que ça devrait être une complémentarité et il faudrait se battre. On a vu en Guinée, il y a beaucoup de presse et cela fait une pluralité. Ces assises sont des lieux d'échange, ces assises sont des lieux de confrontation pour tout journaliste jeune à pouvoir apprendre, à pouvoir échanger de nouvelles techniques. Alors, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais je vous pose quand même la question. On parle de l'investigation, mais il y a une notion depuis quelque temps qui
qui fait, on veut dire, qui fait un petit peu des étincelles dans le milieu de la presse, c'est ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire que la vérification des infos, et ce qui manque quelquefois dans notre pays, il faut le dire. Oui, on a surtout insisté, on avait le cas flagrant en Guinée, où le président en place, qui est à la fois président de l'Union africaine, Alpha Condé, qui avait été annoncé mort, et Alpha Condé, le président, était obligé de descendre dans les rues pour montrer qu'il n'était pas mort. Donc cette information avait été reprise par des grands médias même nationaux. Donc il faut toujours, avant de diffuser l'info, la vérifier même, c'est l'essence même du journaliste. Et aujourd'hui, on a vu face aussi à l'effervescence des médias sociaux, il faut, même si on a l'info, vérifier, chercher la source avant de ne pas diffuser n'importe quoi. Alors, je reviens un peu sur le cas de l'UJMJ qui adhérente donc à l'Union de la presse francophone. Les problématiques spécifiques de la presse guadeloupéenne, peut-être on peut le dire, ne sont peut-être pas suffisamment évoquées lors de ce genre de rendez-vous. Mais alors, de votre point de vue, vous êtes un jeune journaliste de l'UJMJ. Vous pensez quoi de cette association où on regroupe un peu déjà plus de 65 journalistes et médias quand même? Oui, le nombre est en train d'accroître d'année en année. On a des demandes tous les jours. Hein. Je pense que les problématiques vont être abordées dans les années à venir, puisque bon, l'UJMJ y adhère. Jean-Claude Wade, qui est membre du comité international, il travaille d'arrache-pied. D'ailleurs, il a fait une remarquable intervention dans un atelier, l'atelier 2, qui montrait qu'en fait que le web ne devrait pas être un frein, mais devrait être une complémentarité sur les alertes aux journalistes. Et ces problématiques avec le président de l'UPF international, Diane Madianval, qui est le grand patron de l'UPF, il disait que d'année en année que l'UPF allait organiser, pourquoi pas, des symposiums au niveau de la Caraïbe. Jean-Claude Wade sera certainement un des responsables de la section Caraïbe, et pourquoi pas entre nous, entre Martiniquais, Guyanais, Martiniquais et Haïtiens, voir si on n'aurait pas pu faire des problématiques et l'aborder. Il n'est pas contre, il est ouvert à cette problématique. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, puisque vous avez, j'ai envie de dire, la double nationalité. Comment se porte la presse haïtienne aujourd'hui, vous qui allez souvent en Haïti? Aujourd'hui, quand on regarde, et en discutant aussi avec les confrères haïtiens pendant toute cette semaine, on a vu que les problématiques aujourd'hui d'une presse libre, c'est encore difficile, ça attend encore à évoluer. Il y a certes les difficultés au quotidien du journaliste qui ne peut pas tout diffuser, puisque bon, certains journalistes, vous le connaissez mieux que moi, Jean Danick, a connu des fortunes diverses en Haïti, notamment sur des grosses problématiques de politique. Pensez à Jean-Dominique, qui a été assassiné il y a quelques années, qui était le directeur de Radio Inter, radio avec laquelle j'ai eu l'occasion de collaborer. Et donc, vous avez le sentiment quand même qu'il y a une progression au niveau de la presse haïtienne aujourd'hui? À entendre nos confrères de l'UPF, de la section du l'UPF Haïti, les choses avancent à petits pas, pas à grands pas, mais bon, à petits pas et sûrement et lentement. L'effervescence aussi de l'UPF Haïti va certainement amener le gouvernement haïtien à pouvoir installer tout un arsenal juridique afin de pouvoir laisser une presse libre en Haïti, dans la Caraïbe. Alors l'actualité nous rattrape, puisque vous le savez, M. Macron fait une tournée, j'ai envie de dire, France-africaine depuis hier. Il s'est fait engueuler un petit peu à Ouagadougou par des jeunes qui ont traité la France de pays néocolonialiste au regard de ce que se fait. Quand vous arrivez, vous êtes allé au Togo, vous êtes allé à Madagascar, vous êtes allé aussi en Guinée récemment, enfin la semaine dernière, vous avez le sentiment de la présence française dans ces pays-là, ce qu'on appelle la France-Afrique? Oui, après j'ai pu constater qu'au Togo, qu'à Madagascar et qu'en Guinée, la présence française, c'est vrai que cette question est une problématique, mais qui reste à être établie par les chefs d'État et par les dirigeants. Oui, et justement aujourd'hui, monsieur Macron se trouve en Côte d'Ivoire, et là-bas aussi, vous avez sûrement dû rencontrer des confrères ivoiriens disant que la situation était un petit peu compliquée aussi en Côte d'Ivoire, puisque d'un côté les partisans Ouattara et de l'autre côté les partisans de Gbagbo, et qu'ils attendaient les prochaines élections. En tout cas, Jean Dorsin, avant de vous remercier, un petit mot quand même sur RHT, quand même, notre radio partenaire. Oui, RHT fait son bonhomme de chemin et RHT est dans son créneau.
on essaie de travailler avec les moyens qu'on a et puis à se focaliser sur ce qu'on sait faire. Bien, ben voilà. Merci en tout cas d'être venu en direct, Jean Lorcin, journaliste émérite de RHT, membre de l'UJMG, nous donner vos impressions sur ce qui s'est passé à la Guinée. En Guinée, pendant quelques jours, nous étions donc à ce congrès 46e assise de la presse francophone. L'année prochaine, on va se retrouver à peu près à la même période avec nos confrères. Voilà, on passe tout de suite à l'actu et on retrouve notre jeune consoeur Keïssa Zoubabel qui va développer les types d'informations, en commençant bien sûr par le CHU, j'imagine. Oui, bien sûr, nous vous l'annoncions depuis hier. La Guadeloupe est privée de sa principale structure hospitalière. L'incendie qui s'est déclaré aux environs de 14 heures dans un local technique a entraîné l'évacuation totale du CHU, avec le délicat transfert de prématurés ou patients du service de réanimation vers d'autres structures secondaires. 72 sapeurs-pompiers étaient à pied d'œuvre. Le feu était localisé à l'étage et concernait un groupe électrogène, des stocks de matériel et de fournitures. Aucun patient n'est à déplorer. Cependant, 11 patients sensibles ont été pris en charge à la clinique des Eaux-Claires. La polyclinique, quant à elle, a également reçu des mamans et leurs nouveau-nés. Reportage Michel Héraclide. Le CHU de Guadeloupe a vécu une expérience totalement atypique, je dois dire. C'est un événement dramatique quand même. Cet incendie qui a commencé en début d'après-midi hier a mobilisé toutes nos équipes. Et puis à un moment donné, il a fallu prendre une décision difficile, celle d'évacuer tous nos patients qui parfois étaient encore au bloc opératoire, parce que les fumées et parfois le feu qui était à proximité rendait le maintien de l'activité trop dangereuse. Je tiens vraiment à souligner l'engagement des équipes, l'organisation qui s'est mise en place. Alors on a un plan blanc, mais au-delà de ça, tout le monde a été au rendez-vous pour procéder à ces évacuations et surtout faire en sorte que les patients soient pris en charge du début jusqu'à la fin, jusque tard dans la nuit, et au moment où ils ont pu être transférés dans les structures avoisinantes. Vous me donnez l'occasion aussi, et c'est bien, de pouvoir saluer aussi cette Guadeloupe qui a été solidaire, qui s'est, sans être infirmier, sans être aide-soignant, qui s'est un peu prêté au jeu et de façon très sérieuse et très solidaire. Le directeur du CHU, il a rappelé tout à l'heure, pas les bénévoles, mais on va dire, le citoyen même est venu faire acte de citoyenneté, on va dire dans un calme, dans une organisation, comme s'il y avait une préparation. Et c'est une belle, on va dire, c'est un bon exercice d'école qui nous permettra, après un retour d'expérience, voir un peu comment on peut enrichir nos plans d'évacuation, nos plans de risque. Ça, il faut intégrer le Guadeloupéen et il sait le faire. Il a démontré ici comment, dès qu'on lui fait confiance, il peut être présent. Oui, alors ce qu'il faut bien entendu signaler, c'est qu'il n'y a pas eu de victime. C'est quand même un point qui est à rappeler, à souligner, avec le nombre de patients qui étaient présents, hein, près de 500, qui ont été évacués, comme je l'indiquais, dans des conditions optimum. Aucune victime. Je crois qu'il faut s'en réjouir. Et je crois que c'est grâce au professionnalisme, à la solidarité et à la réactivité qui a guidé la manière dont cet événement a été géré. Oui, parce qu'on a eu un feu qui s'est déclenché au premier dans un local technique. Les pompiers ont fait tout ce qu'il y avait à faire et avec la direction de l'hôpital, ils ont évacué tous les malades avec le personnel, une bonne partie du personnel, dans les hôpitaux autour, dans les cliniques, dans les urgences, au niveau de la maternité, enfin tout le monde. Et actuellement, les élus sont là, nous sommes, le département, le maire des Abîmes de Pointe-à-Pitre, nous sommes sur place parce qu'on s'inquiète un peu pour la santé des habitations qui sont de l'autre côté de Ricou. En fonction de la fumée, on ne sait pas si la fumée est toxique, on attend le résultat pour savoir si nous aurons à prendre des dispositions et même peut-être aussi nous aurons peut-être à accompagner la direction de l'hôpital à mettre en place s'il le faut des sites d'hébergement pour les personnes moins malades, enfin, au moins pour les héberger le soir. Je sais que dans les cliniques, les malades qui étaient aux urgences ont été acheminés vers la clinique Les Eaux-Claires avec le personnel du centre hospitalier. Donc tout a été pris en compte et je salue vraiment le travail réalisé, fait par
les pompiers et tout le personnel de l'hôpital, la direction, tout le monde. Alors, côté solidarité, et puis pour nous, ça va exactement ce qui a passé, parce que ça a fait de l'année, nous avons posé question à les normes de sécurité en disant CHU là. Donc c'est pour ça que là, nous entendons ça, nous très affligés et très emmerdés avec ça, parce que nous avons des camarades qui travaillent là et nous avons des familles en nous qui là. Donc c'est pour ça que nous venons pour nous porter force pour les personnels soignants qui ont porté manœuvre, porter force aussi pour les malades parce qu'ils ont une grande difficulté. Ils ont senti l'au-delà et porter force également pour les pompiers qui ont porté manœuvre, mais surtout pour interpeller les autorités et singulièrement l'ARS et l'État pour dire encore une fois arrêtez de faire chez les Guadeloupéens. Ça a fait longtemps nous avons posé problème à les normes de sécurité dans ces CHU là. Ça, il n'y a pas de normes parasismiques. Alors nous ne pouvons pas profiter des situations là pour nous dire encore, mais nous pouvons simplement dire heureusement apparemment pas ni problème grave qui arrive là. Donc c'est pour ça que nous avons dit porter manœuvre pour nous payer les outils nécessaires, les moyens nécessaires pour nous occuper des malades en pays là. Vous savez, je ne pense pas que c'est à cause de la nécessité qu'il y a eu un départ de feu dans un local technique. Vous savez, vous avez une maison neuve, elle prend feu. Nous savons que l'hôpital est vétuste. Nous savons que ces 100 millions, ça ne se trouve pas. Tout est bouclé maintenant. Les travaux ont commencé, donc il faudrait attendre. Mais c'est un accident, donc on ne peut rien y faire. Ils étaient nombreux ce matin devant la mairie de Capesterre-Belle-Eau qui voyait son accès bloqué par le collectif des usagers de l'eau. Tous regroupés dans le même but, manifester leur mécontentement concernant le manque d'eau dans la commune. Un problème qui dure maintenant depuis plus d'1 an. Selon eux, ils ont la ferme intention de monter une fédération regroupant tous les habitants rencontrant le même type de problème. Ils lancent donc un appel aux autres membres de la population à savoir venir militer avec eux pour lutter contre les problèmes d'eau. Reportage Michel Héraclide. Nous sommes aujourd'hui mobilisés aujourd'hui devant la mairie. C'est pour, encore une fois de plus, manifester notre mécontentement concernant tous les manques d'eau que nous avons, les difficultés que subissent nos populations. La deuxième chose que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous allons, à partir de maintenant, se regrouper en fédération d'associations avec les autres communes connaissant des difficultés. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à toutes les autres communes qui connaissent des difficultés pour venir nous rencontrer dans ce mouvement qui va être mis en place. Ce mouvement sera l'occasion aussi de porter l'action en justice, d'accord, pour obtenir réparation de ces personnes qui nous font subir ces difficultés. Nous avons déjà un avocat qui est maître Harry Durimel, qui sera dorénavant avec nous, qui va porter cette action en justice et qui nous accompagnera sur toutes les actions que nous aurons à réaliser. Ça ne va pas du tout et je suis exaspérée. Et ça fait plus de 2 ans que ça dure. Et pendant que nous n'avons pas d'eau, les gens se promènent encore se lavent dans leur piscine, ils passent le caoutchouc. Et je suis obligée de me balader avec un bidon tous les jours pour aller les remplir, aller me baigner ailleurs, aller me baigner à la mer, aller me baigner à la rivière. C'est inacceptable en ce jour. On a dit tout le monde qui a vécu dans les papillons là, bien beau jour. Une situation qui a persisté à Capesterre et si on peut dire en Guadeloupe tout entière. Nous avons bien temps à s'y répondre à la justice, à la télé, qui est un peu partout en Guadeloupe, ni monde qui ni problème à recevoir de l'eau potable au robinet. Ça nous avons constaté à Capesterre-Belle-Eau et en que dit de la Capesterre sans de l'eau. Nous pas ni de l'eau fond caco. En passant pour les autres côtés, mais n'y a pas tout partout qui a des eaux en moins. Nous pas ni de l'eau fond caco, j'en ai au moins 1 mois. Yo ka voyer de l'eau là pendant inet temps. Yo ka voyer de l'eau là le matin parce qu'en temps congé, yo ka voyer de l'eau là rien qui le matin. Donc ça qui veut dire, l'or il travaille ou pas ni de l'eau ni mon casa pour réserver de l'eau. Deuxième bitin quand dit qui Jean yo peut expliquer moi là vous êtes ni de l'eau couramment 2012 2013 nous t'ai payé des factures par trimestre 98 €, 100 €. Je n'ai pas ni de l'eau en robinet à mon. Yo ka voyer des factures qui datent des 3e trimestre 2015, facture à 280 €. Qui Jean yo ka fait calcul yo, qui Jean yo ka prélever les comptes. Ça nous voulons savoir, jod là et particulièrement moins de l'eau son bitin qui vital. De l'eau pour gens arrêter couler dans les rivières. Qui gens nous a trouvé nous dans une situation que nous patinons de l'eau en robinet en nous. Les élus locaux, manchez-vous, c'est vous qui niez la CSSBT en main. Répondez s'il te plaît à la situation en nous et réglez. Il n'est pas normal que si la région des Basses-Terres, que moun patini de l'eau en robinet à yo.
Et voilà, il est 12h56, vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve tout à l'heure pour notre deuxième invité, Daniel Sylvestre, après la pub. Melody School Productions, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Blue Melody School Productions, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Voilà, nous sommes revenus avec vous en direct du ZCL, en direct de RHT 89.8. Si vous êtes en voiture, vous pouvez nous écouter. J'espère que vous le faites aussi sur la 103 FM, c'est le C10. Voilà. Avant d'interroger M. Daniel Sylvestre, un technicien du parc naturel de la Guadeloupe, qui est avec nous en direct dans le studio. Bonjour d'ailleurs. Bonjour à tous. On se retrouve tout à l'heure. Tout de suite avec Keïssa Zéro-Babel, le rappel des titres. Depuis hier après-midi, la Guadeloupe est privée de sa principale structure hospitalière. L'incendie qui s'est déclaré aux environs de 14 heures dans un local technique a entraîné l'évacuation totale du CHU, avec le délicat transfert de prématurés ou patients du service de réanimation vers d'autres structures secondaires. Ils étaient nombreux ce matin devant la mairie de Capesterre-Belle-Eau, qui a vu son accès bloqué par le collectif des usagers de l'eau. Tous regroupés dans le même but, manifester leur mécontentement concernant le manque d'eau dans la commune. Et nous terminerons le journal avec une manifestation organisée à Basse-Terre à l'occasion de la célébration du 25 novembre 2017. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Elle est relayée par différentes actions de sensibilisation, comme nous vous l'avons dit, un sujet donc qui vous intéressera, mesdames. Bien, voilà, je reviens donc sur le parc naturel de la Guadeloupe, qui est un endroit très fréquenté et aussi très étendu d'ailleurs. Bonjour Daniel Sylvestre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Visiblement, tout ne va pas très bien dans le parc, ou bien pour les agents? Oui, nous avons quelques questions en suspens dont nous souhaitions débattre avec notre tutelle. Donc je ne suis pas habilité à trop en parler, mais vous aurez la suite très prochainement. Alors il y a eu quand même une mobilisation aujourd'hui. Quel était l'objectif de cette mobilisation? Si on peut en parler quand même, un petit mot. En deux mots, nous avons deux sujets qui nous posent question justement. Le premier, c'est le rattachement, les conditions dans lesquelles nous serons rattachés à l'Agence française de la biodiversité. Donc il y a eu un certain nombre d'échanges avec la tutelle, mais les syndicats et peut-être une certaine partie du personnel considèrent que les réponses ne sont pas encore très claires. Et le deuxième sujet concerne le rattachement au parc national d'une structure qui s'appelle le CARSPO, le Centre d'activité régionale sur la protection des espaces et des espèces. C'est un programme de l'UNESCO, des Nations Unies pour l'environnement, pardon. Voilà. Et donc la France a des engagements internationaux pour favoriser la protection donc des espaces et des espèces en Caraïbes. Oui. Sauf que, en gros, les règles de fonctionnement budgétaire et comptable ne sont pas idéales dans le cadre du parc national pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour pouvoir intégrer le CARSPO chez vous, c'est ça? Disons que les conditions administratives, notamment pour tout ce qui concerne le paiement de règlements à l'international, ne sont pas idéales dans le cadre d'un établissement public administratif tel que le parc national. Ça veut dire que, je pose quand même la question, que cette journée de mobilisation d'aujourd'hui, c'est un petit signal, un petit signe que vous commencez à donner et que peut-être que demain... Disons que ce n'est pas le premier, puisque nous avons, comme je vous le disais, déjà interrogé la tutelle à plusieurs reprises sur justement ces deux questions. Et pour l'instant, les réponses ne satisfont pas. Ouais. Donc, il y a eu un petit coup de semonce aujourd'hui pour vraiment attirer l'attention sur nous. Bien, alors on peut quand même parler du parc naturel, parc national de la Guadeloupe, qui fait la fierté de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Alors je me souviens il y a quelques années, mais enfin vous n'êtes pas directeur, mais vous le savez très bien, que les municipalités se plaignaient du fait que le parc empiétait de plus en plus sur les communes et qu'on avait l'impression que la Guadeloupe devenait tout entière un parc national. Cette polémique est passée ou bien elle est toujours passée. Cette polémique est passée
pour preuve, donc nous étions, c'est vrai, il y a très longtemps, appelés, injustement d'ailleurs, parc naturel de la Guadeloupe. Ça a été corrigé dans les années 80, plus précisément en 89, où nous avons été classés parc national. Il y a une différence quand même de traitement qu'on passe de naturel à national ou de naturel à... Très simplement, un parc naturel régional est géré par les conseils régionaux. Alors que nous, nos moyens viennent directement de la tutelle, donc le ministère de l'Environnement. D'une part. D'autre part, nous avons des outils de protection qui sont beaucoup plus forts en tant que parc national. Pour revenir sur, je ne sais pas si on va parler de polémique, mais en tout cas, interrogation, on va dire. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette réaction du territoire qui ne comprenait pas ce qui pouvait apparaître comme une tendance hégémonique. Tout simplement, la zone protégée, qui se situe principalement sur les crêtes du massif montagneux de la Basse-Terre, mais aussi autour du grand cul-de-sac marin, jouxte des zones d'habitat. Des zones d'habitat et d'activité humaine. Et donc cette très forte proximité entre espace protégé et espace de vie nous a amené à essayer de collaborer au plus près possible avec les acteurs du territoire, donc à la fois les entreprises, les associations, mais aussi les collectivités. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens, il y a eu une loi de réforme qui est intervenue pour tous les parcs nationaux en 2006, qui demandait justement aux parcs nationaux d'intensifier un petit peu ces collaborations avec le terrain, et en particulier les collectivités locales. Donc, passé ce mouvement de surprise, nous avons un outil qui vient justement conforter cette collaboration avec le territoire, qui est la charte du parc national. Sur 16 communes qui étaient concernées, 12 ont déjà signé cette charte. Donc, je pense que ce questionnement est dépassé. Bien, alors, autre petite question qui a intéressé les Guadeloupéens récemment, c'est le sort du fameux dauphin, du Lamentin, pardon. L'un était mort, l'autre était en état pas tout à fait, j'ai pas envie de dire en survie, mais enfin en difficulté. Qu'est-ce qui a été décidé finalement? Aujourd'hui encore, nous sommes dans l'expectative. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les deux animaux qui ont été importés, on va dire, le premier avait des petits soucis congénitaux qui ont entraîné son décès, et le deuxième, il était quand même, on est surpris de voir ses réactions. C'est un animal très social, et je crois qu'il a un peu souffert de se retrouver seul. La nostalgie un peu. Voilà, il était amoureux. Il y a eu la nostalgie. Et amoureux, je ne pense pas, puisque c'était son oncle. Mais en tout cas, de se retrouver seul, ça a peut-être joué sur son moral. Là, nous avons une équipe de soigneurs qui sont très très proches de lui. Il est très affectueux. On est très surpris de ses réactions. Mais là, il a vraiment repris, sans vilain jeu de mots, du poil de la bête. Et d'ailleurs, il a repris du poids aussi. Du poids aussi. Donc ça veut dire qu'il survivra, il ne sera pas rapatrié comme ça avait été prévu. On avait parlé un moment de ce rapatriement éventuel. Il est encore trop tôt pour cette décision. Plusieurs options s'ouvrent à nous. Soit effectivement le rapatriement, mais son état s'améliorant, peut-être que cette hypothèse s'éloigne. Il y a aussi à discuter avec les financements européens, puisque c'est un programme de réintroduction qui est financé par le programme LIFE, et justement les responsables de ce programme suivent pas à pas un petit peu l'évolution de la situation. Et dernière hypothèse sur laquelle nous travaillons, c'est de trouver Aka et des compagnons qui viendraient, selon toute probabilité, du Mexique. Alors, quel est l'intérêt de cette opération? C'est-à-dire, je sais que ça a coûté assez cher de faire venir, je crois, du Brésil, ces deux animaux. L'un est décédé, l'autre est, comme vous dites, commence à reprendre du poil. Après, qu'est-ce qui va se passer? Si on peut espérer une colonie de lamantins se développer en Guadeloupe? Mais c'est exactement le fondement du projet, c'est de réintroduire ces populations d'animaux marins dans l'espace maritime de la Guadeloupe. Comme tout programme de réintroduction, c'est un pari. Il y a eu, s'il faut citer des exemples, il y a eu plus récemment la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, qui pour l'instant balbutie. Un peu plus loin dans le temps, il y avait eu la réintroduction... ils embêtent quand même les troupeaux dans les Pyrénées, d'après ce que je sais. Il y a eu des présomptions de prédation, sans que ça ait été prouvé. Ça n'a pas été prouvé? C'est pas comme pour les loups? Ça n'a pas été prouvé. Les loups, c'est encore autre chose.
chose. Ils n'ont pas été réintroduits, ils sont rentrés d'eux-mêmes. Ils sont arrivés d'eux-mêmes. Mais pour parler d'une opération qui a réussi, la réintroduction du gypaète barbu dans les gypaète barbu, c'est une espèce de vautour. D'accord. Qui a été réintroduite dans les Pyrénées. Aussi, d'accord. Là aussi, zone couverte par un parc national. C'est après 30 ans, on a pu conforter la réintroduction et décider qu'il s'agissait d'un succès. Mais ça a pris 30 ans. Alors pour le Lamentin, il faudrait combien de temps à votre avis? On ne peut pas parier sur l'avenir, ça peut se passer très vite, comme on peut avoir un certain nombre d'impondérables. Le décès de Junior est un premier exemple. Mais on peut aussi avoir des surprises favorables, notamment je vous parlais de Kai qui reprend du poil de la bête. Donc s'il a quelques compagnons venus du Mexique, peut-être que ce sera un pas supplémentaire vers un programme de reproduction et de relâcher dans le milieu naturel. Carrément. Oui. Et les conditions d'accueil au parc sont suffisantes pour ce genre d'animaux, parce que c'est un animal qui était en liberté ou qui était déjà dans un j'ai pas dit un zoo, mais enfin qui était pas libre, on va dire comme ça. Alors, dans le cas de Kai et Junior, il se trouve que c'était des animaux qui étaient en captivité. Captivité, d'accord. À l'inverse, l'hypothèse sur laquelle on travaille avec le Mexique, ce seraient des animaux qui sont dans la nature. D'accord. Et donc, pour la Guadeloupe, le but ultime, c'est effectivement que ces animaux soient en liberté dans les eaux guadeloupéennes. Dans les eaux guadeloupéennes et même de la région, puisqu'on s'est rendu compte que les mâles en particulier sont des animaux qui peuvent avoir un comportement migratoire assez important, et à la recherche de nourriture et à la recherche de femelles. Au niveau de votre travail, puisque vous êtes un technicien du parc, votre quotidien est fondé sur quoi? Qu'est-ce que vous faites chaque jour au parc? Parce que les gens viennent, certains, il faut le dire, de moins en moins peut-être, polluent quelquefois, on laisse traîner des canettes d'ordinaire ou de je sais pas quoi. Est-ce que aujourd'hui, le parc, de ce point de vue-là, les techniciens, les gens comme vous, ils sont sur le terrain vraiment? Alors en fait, il y a plusieurs métiers au parc national. Nous avons bien sûr des métiers de police de la nature, donc des gardes-moniteurs. Et d'ailleurs, l'appellation est intéressante. Dans garde-moniteur, vous avez effectivement la partie police, c'est le garde, notamment pour les questions de braconnage, mais vous avez aussi la partie pédagogie, c'est le monitorat. Donc au tout public, au public scolaire, au public touristique, puisque le parc est très fréquenté par une clientèle touristique, on va dire, touristes qui viennent et de la Guadeloupe et de l'extérieur. Ils ne sont pas prédateurs. Tout dépend des comportements. Et justement, un autre métier assez important du parc, c'est de faire de la pédagogie de comportement. Sur les déchets, sur les prédations. Par exemple, on peut être tenté de « Ah, j'ai vu une jolie fleur, je l'accueille ». Il faut savoir que dans le cœur du parc, tout prélèvement est interdit, végétal et même minéral. Même minéral. Même minéral. Oui. C'est quand même restrictif quand même. Voilà. Alors, restrictif, oui et non, puisqu'on essaie d'aménager aussi des conditions d'accueil. Ça, c'est un autre métier du parc, à travers une politique d'équipement, puisqu'on met en place un certain nombre d'aires de pique-nique qui sont dédiées vraiment à des activités conviviales, ludiques et familiales. Mais on met aussi des équipements. Par exemple, le feu est interdit en cœur de parc. Pourtant, nous avons organisé des réchauds qui permettent finalement de respecter une certaine tradition. On aime bien faire une petite grillade quand on est dans la nature, quand même, mais en éliminant tout risque d'une part de propagation d'incendie, mais aussi de destruction d'arbres. Je pense en particulier au camping de Pâques, où on a souvent des pratiques anciennes, c'est vrai, de faire du feu dans les contreforts des racines. Tout à fait. Sauf que l'arbre, quand il prend un feu, il peut survivre 2, 5, 10, il meurt. Il meurt après, bien sûr. Donc plutôt que d'interdire purement et simplement, on aménage un petit peu la nature et les usages à travers, par exemple, ces réchauds qui sont mis en place. Et vous avez suffisamment de personnel pour faire tout ça? C'est bien une des questions qui était au débat d'aujourd'hui, c'est que on a multiplié l'ère d'influence du parc de 600%. Dans le même temps, la tendance est plutôt à la réduction des moyens. Nous subissons des réductions d'effectifs et de moyens budgétaires. Donc comment faire plus avec moins de moyens? Bonne question, merci de l'avoir posée. Question de qui ça? Moi j'aimerais savoir, vous travaillez, vous allez sur les sites ou vous rendez sur les sites du lundi au dimanche? Du lundi au dimanche, compte tenu des effectifs, on ne peut pas être partout tout le temps.
C'est vrai qu'il y a des pics de fréquentation. Je parlais du camping de Pâques, de Pentecôte, donc on marque une présence un peu plus affirmée. Nous avons cependant un certain nombre de points d'accueil. Je parlais par exemple de la Maison de la Forêt, nous avons la Maison de Vieux Habitants, qui permet aussi de rayonner sur le sud Basse-Terre, et ce sont des lieux de diffusion d'informations générales. Et bien sûr, le siège de Saint-Claude. Alors, avant-dernière question, parce qu'on va passer à autre chose, les récents phénomènes cycloniques ont bousculé le paysage. D'une manière générale, on a vu beaucoup d'arbres à terre, quelquefois même des arbres précieux, d'ailleurs du bois précieux. Comment, au niveau du parc, vous avez géré cette partie? Je ne parle même pas du fait que la traversée était coupée. Bon, ça, c'est un incident régulier, d'une manière et qu'on ne pourra jamais oblitérer, mais du point de vue de nos forêts, comment, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour essayer de redonner une vision un petit peu plus calme, on va dire, à la forêt guadeloupéenne? C'est un point assez important puisque en tant que parc national, en théorie, nous devons faire une gestion conservatoire de la nature. Tout à fait. C'est-à-dire la laisser vivre son propre rythme. Oui. Et les phénomènes naturels font aussi partie de ces rythmes naturels de la nature. C'est presque un pléonasme, mais c'est vrai que il faut concilier plusieurs choses. Il faut aussi concilier l'accès à la nature. Donc nous-mêmes, nous avons procédé à certaines évacuations, notamment sur les aires d'accueil du public. Oui. Il y a un peu moins d'un mois, nous avons fait un gros coup de main au sein du personnel du parc. C'était aussi une journée de cohésion entre des équipes qui sont assez distantes et qui ne se voient pas au quotidien. Mais quand des arbres sont abattus, ils sont replantés? Non, on laisse la nature faire son œuvre. Ah bon? Oui. Parce que les essences rares, alors qu'est-ce qui se passe? On peut supposer qu'il y a une dissémination naturelle qui se fait. Voilà. Alors, la forêt guadeloupéenne est quand même en deux parties, je dirais. L'une qui est vraiment le cœur de parc où on laisse la nature agir par elle-même, et la partie qui est gérée plutôt par l'Office national des forêts, qui eux ont eu à mener des programmes de plantation. Et en particulier, s'il faut parler du mahogany, dans les années 70, il y a eu une grosse campagne de plantation à des fins d'exploitation. Oui. Dernier mot, et on vous quitte là-dessus. Le raccoon. Alors le raccoon, je crois qu'il n'est plus en voie de disparition, en Guadeloupe en tout cas. Hein. il est même en prolifération visiblement. C'est un euphémisme. Oui. Et il est question, en tout cas ça se discute, de l'enlever de la liste des espèces protégées. Et l'iguane aussi? Alors l'iguane c'est autre chose. L'iguane, il y a deux iguanes. Il y a deux iguanes. Voilà, il y a l'iguane des Antilles et l'iguane verte qui est plutôt envahissante. Oui. Donc l'iguane des Antilles, elle est protégée, elle est d'ailleurs menacée de disparition. C'est celle des Irades. Pas vraiment par la main de l'homme, mais parce que l'iguane vert s'hybride avec, et donc l'espèce des Antilles a tendance à se diluer par hybridation. Parce qu'il y a beaucoup d'iguanes en ce moment. Hein. Voilà. Surtout après ici. En tout cas, monsieur Sylvestre, merci de nous avoir donné tous ces renseignements techniques de qualité. C'est assez rare qu'on ait un technicien du parc national de la Guadeloupe ici. On espère vous recevoir un autre jour, dans d'autres conditions, peut-être, si tout va bien. Enfin, je pensais être venu parler d'un événement qui va se dérouler ce week-end. Oui, allez-y. En deux mots, je peux peut-être on a vu le flyer tout à l'heure, allez-y. Très bien. Donc, il s'agit en fait de 2 jours d'animation qui se dérouleront ce week-end. Vendredi 1er, dédié aux scolaires, et samedi 2 dans l'après-midi dédié au grand public, où justement nous souhaitions échanger avec ces différents publics sur un thème dont on parle beaucoup, qui est le changement climatique. Le changement climatique. Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste à la télé, qu'on voit en Asie ou en Afrique, ou est-ce qu'au contraire en Guadeloupe on commence à en prendre conscience et en subir les effets. Et donc à travers un programme d'animation où il y aura un certain nombre d'ateliers, il y aura
du slam, il y aura du street art, il y aura du graffiti, il y aura du land art, il y aura des contes, il y aura un bic à parole également. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un rendez-vous avec la population et d'échanger. Tous les avis, tous les témoignages seront une pierre supplémentaire à l'édifice et voir un petit peu comment on peut aborder cette question du changement climatique. Donc j'invite pour plus de détails à consulter la page Facebook du Parc national et également le site web pour avoir les détails dans l'organisation de ce week-end. Tout à fait, on invite le maximum de Guadeloupéens à participer à cette journée, on peut dire pédagogique. Tout à fait. Sur le changement pédagogique, mais aussi convivial. Convivial, il y aura des grillades? Grillade non, mais il y a une petite surprise culinaire le samedi. D'accord, bien on a pris rendez-vous. En tout cas, merci, je vous remercie encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et on va continuer le journal en attendant de recevoir notre chroniqueuse de communication, puisqu'on va parler tout à l'heure de la place de la femme dans la publicité avec Véronique. Pour l'instant, la suite du journal est c'est Keïsa. Et comme nous vous l'annoncions, une manifestation a été organisée à Basse-Terre à l'occasion de la célébration du 25 novembre 2017 qui se trouve être la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle est relayée par différentes actions de sensibilisation mises en œuvre par les pouvoirs publics ainsi que des associations de femmes et de familles sous l'égide de la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Des images de Chris Kevimani. Les associations sont présentes, elles sont là, il n'y a absolument aucun problème, elles font un énorme travail de fond. On a tous dit qu'on avait besoin d'elles, mais elles-mêmes, on a besoin de les connaître et de savoir exactement ce qu'elles font pour savoir si on est la justice, à quel moment on envoie l'association. Il y a apparemment un partenariat très important entre le procureur, enfin la justice donc, et l'association Attitude Médiation. Donc c'est important de le savoir et de se connaître. Moi j'arrive en Guadeloupe, je ne connais pas encore bien l'association Attitude Médiation. Aujourd'hui je la connais, donc si on refait un comité technique et qu'on échange sur à un moment donné des suspicions ou des doutes que l'on a ou des alertes que l'on a, c'est important de se connaître. Vous savez, quand vous avez une femme écroulée devant vous en pleurs parce qu'elle a subi X violences de quelque nature que ce soit, c'est important que vous sachiez lui dire « Allez voir monsieur machin ou madame truc de ma part, vous appelez tel numéro de portable ». Et ça, s'il n'y a pas ce contact entre nous, on ne sait pas le faire. Bien, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes est une journée qui a été instaurée depuis déjà un certain nombre d'années pour permettre de sensibiliser l'ensemble de la population sur ce qui existe au sein du couple et aussi ce qui existe comme violence que les femmes subissent comme violence. Et ce sont toutes des femmes justement qui viennent chercher du réconfort certes, mais qui ont pris la décision d'affirmer leur volonté de ne plus subir ces violences et nous les accompagnons dans la démarche de reconstruction qu'elles veulent mettre en place et qui est nécessaire pour qu'elles se réinsèrent dans la société. En collaboration avec le procureur de la République de l'époque, qui nous adressait les femmes qui se retrouvaient du jour au lendemain sans le sou, sans toit, avec leurs enfants, et qu'il fallait prendre en charge, donc accueillir, écouter, accompagner sur le plan social, sur le plan psychologique. Et donc c'est ce pôle hébergement, si vous voulez, qu'on a pu développer au fil des années, sachant quand même que la priorité du CIDF, c'est quand même le pôle juridique, avec des juristes qui sont là pour aider les femmes et les hommes à cheminer dans ce grand domaine qu'est le droit. Et quand on sait que ce n'est pas toujours évident de connaître ces droits, c'est vrai que nous, au CIDF, on est là pour apporter une aide technique, informer gratuitement, de façon anonyme et surtout de façon confidentielle. Et voilà, il est 13h26. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Nous le rappelons, vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de C10 FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve après la pub. Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10.
Voilà, il n'est que 13h34, donc vous avez le temps de prendre votre petit déjeuner. Non, on ne peut pas de petit déjeuner à cette heure-là, Martine. Non, qui petit déjeuner, ça c'est sorti les verres à 13h34. Donc c'est le déjeuner ou le dessert. Bon, bonjour Voilà. Martine. Salut Danick. Ça va? Pour une fois, je peux dire que je t'ai pas quitté des yeux depuis pendant quelques jours. Hein. Quel bonheur, quel bonheur, chouette, Martine. hein, Danick. Ben ça, bon, on peut pas laisser des sous-entendus durer. Il était bon. Il était bon quand même. Hein. Il était bon. Nous dormir, nous manger. Pas toujours ensemble, mais pas toujours ensemble. Pas toujours ensemble, faut bien le dire. Je vais remettre les pendules à l'heure, ne vous inquiétez pas. Bien bonjour à tout le monde. En tout cas, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis quelques temps, mais j'ai eu la grande joie de partager quelques jours en intimité avec 300 autres personnes et Danick. Bon, donc l'intimité de ce côté-là. Dites que j'ai été gentil quand même. Une intimité assez Est-ce que large. j'ai été gentil, Martine? Mais même j'ai trouvé un peu distant. C'est bien première fois qu'elle au pas choqué moi. En tout ça, on j'entends, on j'en jalouse parce que toute belle femme qui était là. Bon, ni moi bien sûr. Oui. Elles sont belles les Guinéennes. Un petit truc à leur dire, mais moi jamais rien, juste me parler boulot et encore. Donc, je me pose des questions. Bon, enfin bref. Je donnerai les réponses après. De jalousie tout de suite. Oui. Mais vous aurez compris que j'ai passé quelques temps avec lui, pas seulement avec lui. Je vais vous en parler dans quelques instants. En tout cas, je vous dis bien bonjour parce que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Je suis partie et vous allez savoir où dans peu de temps. Un petit sommaire avec en fait 2 grands sujets aujourd'hui, justement là où je suis allée, et puis un autre événement qui se passe en Guadeloupe, grand événement. Mais avant de commencer ça, allez, petite éphéméride parce que c'est bon de le savoir, qu'on s'approche de Noël et qu'aujourd'hui nous sommes le 29 novembre pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Hein, on a encore quelques heures devant nous pour savoir qu'on est le 29 novembre. Et puis 333e jour de l'année. 333. Déjà? Oui, ça y est. 333. Il nous reste que 32 jours avant le 31 décembre. Alors, commencez à faire vos achats et on rentre dans la 48e année. Il n'y en a que 52, je crois, je ne sais plus. 48e semaine, c'est la Saint-Saturnin. Voilà, si vous avez oublié de lui fêter, c'est le moment ou jamais. Alors, je vous l'ai dit, je vous parle de 2 sujets. Le premier, on va y rentrer tout de suite. 46e assise de la presse francophone, j'y étais avec Danick. Donc, et puis, deuxième sujet, ça sera sur le prix des Amériques insulaires, Grande Caraïbe, avec ce festival qui va être des nôtres, qui est déjà des nôtres depuis le 25 novembre. C'est parti. Le générique, il est déjà passé? Bon. Le soleil levé le matin, dans le ciel là, que tous les oiseaux ont guetté parce qu'ils ont content. Moi, quand m'était comme ma prière, la vérité. Super, un beau générique. Je vous disais donc, premier événement, mon big event, c'est le retour sur les 26e assises de... Non, 46e. Pardon, 26e. 46e. Même qui est ça qui n'était pas là, si ça. Mais c'est un... bref. De l'UPF, c'est un lapsus non révélateur de l'UPF. Et nous étions à Conakry, à Guinée-Conakry. C'était la grande rencontre des journalistes et médias francophones. Il y avait plus de 48 pays qui étaient réunis lors de ces assises. Plus de 311 participants et des poussières. Et un sujet qui portait, tenez-vous bien, sur le journalisme, investigation et transparence. Il y aurait beaucoup à en dire. Je vous propose donc 2 volets sur ces assises. Aujourd'hui, où je vais vous parler un petit peu plus de vous présenter la Guinée-Conakry. Et puis la prochaine fois, la semaine prochaine, je vous parlerai de mode, de culture et de vêtements féminins et de tissus, le wax et le bazin. Voilà, vous savez tout. Premier volet, la Guinée. Donc vous avez vu la carte. On parle de Guinée, la Guinée-République de Guinée, qui est aussi appelée Guinée-Conakry, c'est pour la différencier donc de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale. Elle a un président, je vous dirais juste que c'est un professeur et qui s'appelle Alpha Condé. Nous l'avons rencontré, j'ai même des photos. Bon, je n'en dirai pas plus. La Guinée est située près de l'océan Atlantique et elle a une agglomération de plus de 3 millions d'habitants. C'est dense, c'est très dense. Quand vous marchez dans les rues, il y a du monde partout, c'est vous dire. N'est-ce pas? C'est vrai, hein? Il y a du monde partout et on aura peut-être des anecdotes à vous raconter. Grande diversité de langues, on y parle un peu le français, donc c'est francophone, mais on y parle aussi le guinéen, on y parle aussi l'anglais, le soussou, exactement. Et on bénéficie d'un climat tropical. C'est comme si on était en Guadeloupe, mais en moins humide quand même. Hein. Oui, moins humide, le ciel plus gris quand même. Et un ciel gris, une atmosphère très chargée. J'ai jamais vu le ciel bleu là-bas. Oui, c'est une fois quand même. Voilà. Le reste de la Guinée, donc c'est une grande diversité de langues également. Donc voilà, je souhaite pas
pas rester trop dessus parce que on n'aura pas le temps. Mais en tout cas, une particularité, c'est qu'on est très également au niveau sportif. Les Guinéens sont extrêmement versés dans le sport et particulièrement le foot. Il y a donc la Coupe d'Afrique d'ailleurs des Nations de football 2023 qui est programmée prochainement. Il y a bien sûr des grands stades et puis des grandes équipes de foot là-bas. Ça c'était le petit côté un peu sportif, donc vous aurez qu'à fouiller si vous voulez en savoir plus, hein. Voilà. Et puis il y a des lieux, nous n'avons pas eu du tout le temps de les visiter, mais il y a par exemple le stade du 28 septembre, c'est là où ils vont accueillir les grandes rencontres sportives de foot par exemple. Et puis par contre quelque chose qui m'a beaucoup marqué vraiment fortement, c'est la grande pauvreté. Il faut savoir quand même que par exemple en 2009, j'ai pas eu le temps de chercher les chiffres d'aujourd'hui, mais en 2009 un Guinéen qui gagnait sa vie moyennement gagnait 600 000 francs guinéens, ça correspond à 60 € à peu près par mois. Donc imaginez, parfois les gens se battent pour gagner 1 € par jour et tout le monde vend de tout le monde se démerde, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Les enfants sont dans la rue. Alors on en a vu cet aspect-là, je suis sûre que dans les terres, dans les villages, on peut voir autre chose. J'espère y retourner une prochaine fois. Mais c'est très touchant de voir à quel point la pauvreté sévit. Et puis, c'est très touchant d'un autre côté de voir que la population est d'une grande fierté. Tout le monde se bat pour travailler, pour faire quelque chose. Et ceux qui travaillent, ils sont d'une amabilité. On reçoit les gens avec un cœur, avec une générosité. Vous pensez à Ibrahim? Et je pense à Ibrahim, je lui fais un petit coucou, je le salue parce que ce garçon vraiment nous a accompagnés. Le cœur sur la main, il a travaillé pendant 15 jours d'affilée, ne dormant quasiment pas, pour répondre aux besoins de tout le monde. Et sur les 300 participants, je peux vous assurer que ce garçon a été extrêmement... Et il a dit que la délégation qu'il a plus affectionnée, c'était celle de la Guadeloupe. Celle de la Guadeloupe. C'était celle de la Guadeloupe. Et ce qui m'a fait un petit peu de peine aussi, c'est qu'il m'a dit qu'il ne savait même pas s'il gagnerait quelque chose après tout le travail qu'il a fait. Mais tout le monde lui a lâché quand même quelque chose. Moi, j'ai donné aussi. Oui, on a tous les camarades, on a donné quelque chose. 15 jours de travail non-stop, jour et nuit, et pas sûr d'avoir un salaire. Donc, et avec gentillesse et amabilité. Et amabilité sans jamais se plaindre. C'est vraiment le dernier jour en parlant qui m'a lâché toutes ces informations-là. Alors, en Guinée, j'ai retenu quand même quelques personnages forts, et j'en retiens un plus particulièrement, c'est un chanteur que vous connaissez tous, Mori Kanté. Mori Kanté, qui est un chanteur-musicien guinéen, c'est un petit peu la partie culturelle que j'ai souhaité vous présenter. Tout le monde le connaît au travers de son titre Yeke Yeke qui a permis qu'il soit connu. C'est un grand tube. Un des grands tubes, mais pas le seul. En 1988, c'est un petit-fils et fils de, comme on dit, de griot. Et Mori Kanté, donc il a connu pratiquement tous les grands artistes de cette terre au travers de la kora, qui est son instrument favori. Le trophée de la voix d'or au Nigeria. Il est aussi un maître du balafon, qui est un autre instrument noble de la famille donc des griots, une sorte de harpe à 21 cordes. Il a travaillé à Los Angeles, il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé en France, et c'est en France qu'il a connu un certain nombre de succès au travers de pas mal de concerts. Il a rencontré des grands comme Manu Dibango, comme Youssou N'Dour, avec qui il a eu des concerts. Bref, Mori Kanté en 2001 a été nommé, pour finir, ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, parce que vraiment tout le travail qu'il fait, c'est à la fois pour la musique, mais également pour les peuples d'Afrique et plus particulièrement pour la Guinée. Voilà, il était, pour le rappeler, l'un des invités du Creole Blues en 2006 au Moule. Mori Kanté était donc, je l'ai rencontré à cette occasion-là, et je peux vous assurer que c'est un homme qui a un cœur d'or. Juste un petit mot, Martine. On ne saura pas la réponse, moi je pose quand même la question. Ouais. Au Moule, il y a un endroit qui s'appelle Guinée. Oui, la Petite Guinée, c'est là où je suis née. Ah bon? Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Oui, parce qu'il y avait un grand nombre de Guinéens qui étaient, quand les bateaux arrivaient, qui arrivaient au port du Moule à l'époque, donc ils ont été placés dans cette zone. Donc il y a eu des esclaves guinéens qui sont arrivés en Guadeloupe, au Moule plus particulièrement, entre autres. Et donc tout ce quartier du Moule qui persiste encore et qui est un quartier, on va dire, assez authentique, s'appelle la Petite Guinée. D'accord, il y a aussi un endroit. Un Guinéen m'a dit que j'avais des traits. Guinéen, oui, c'est vrai. Voilà, donc maintenant si je ne savais pas, je sais. Je suis moitié, pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas les cheveux blonds et les yeux bleus, mais le nom Fazer, nom d'origine, donc je suis à moitié guinéenne, apparemment, et d'un autre côté, mélangée sans doute avec un Finlandais, chinois. Donc, Fazer, c'est un nom finlandais. C'est un nom finlandais, Fazer. D'accord. Donc je l'ai retrouvé en Finlande, je suis allée demander des royalties sur la chocolaterie Fazer, mais ils n'ont rien voulu entendre. D'accord. Et c'est curieux quand même, Fazer, des chocolats finlandais.
néerlandais. Moi, je pensais plutôt que ça venait de phaser. Phaser, portugais. Portugais. C'est le verbe faire en portugais. D'accord. Bien, après ces histoires de généalogie, vous saurez tout de moi. Vous avez vu que je me suis coupé les cheveux. Je reviens également à la tradition. Donc, un panipo chivé qui chivé à pondre. D'ailleurs, j'ai jamais aimé ça, mais au moins, c'est vrai, je les défrisais. C'est fini. C'est fini là, définitivement. Définitivement. C'est super ça. Voilà. J'encourage les femmes qui sont comme ça. Voilà. Donc, mes cheveux sont les miens et pas de tresses, pas de cheveux, machin, d'accord. Là, ça va être tout ça. Chivé à l'état, comme on disait avant. Exactement. Nature naturelle et sexy chocolat. Super. Wow. Deuxième sujet, le big event du moment, je vous l'ai dit, 25-2 décembre, sur plusieurs sites de Guadeloupe, dont le Fort Fleur d'Épée, le Memorial Act, entre autres. C'est donc le prix des Amériques insulaires. Depuis sa création, qui s'est fait, si vous ne le saviez pas, à la faveur d'une rencontre entre Maryse Condé et également Amédée Hugues des Pointes, eh bien, l'association des prix insulaires s'attache à célébrer la littérature à travers ses univers particuliers. Donc, je ne vais pas revenir sur toute l'historique, mais donc ça date maintenant de quelques dizaines d'années que ça a été créé. Ça se tient tous les 2 ans en moyenne d'années, que je me rappelle plus. J'étais ce matin à la conférence de presse d'ailleurs. Comment J'étais ce matin à la conférence de presse. Oui, moi j'ai eu l'info trop tard. Alors, les écrivains sont tous là, ils ont commencé des ateliers. Madame Marie Abraham a présenté un petit peu le parcours de ce prix insulaire qui a un peu changé par rapport à ce que c'était avant. C'est devenu un festival. Oui, absolument. Oui. Bon, enfin bon, il y a des choses à voir. Elle sera notre invitée demain, on en reparlera. Ah, très bien, donc vous aurez l'occasion d'en reparler. Donc en tout cas, pour en dire juste quelques mots, puisque vous allez y revenir longuement avec les invités, il y a quand même pas mal d'artistes invités qui sont arrivés en Guadeloupe. Simone Schwarzbart, elle n'y arrive pas, elle y vit, elle est une sorte de maîtresse forte de la littérature à la fois caribéenne mais guadeloupéenne, enchâssée dans son domaine de Goyave. Donc d'ailleurs, elle va recevoir pour une soirée, je crois, à Goyave. Également Baptiste Rossi, qui est un jeune auteur très très prometteur, qui est déjà arrivé aussi. Jim Fergus. Il sera là demain aussi avec Gary Victor. Gary Victor, que nous connaissons puisqu'il a invité très souvent donc, dans tous les festivals de littérature en Guadeloupe, et qui est un auteur prolixe, qui a déjà publié une bonne 40aine de romans, qui est très très lu dans son pays en Haïti. Et Santiago Gamboa, puisqu'il y a une thématique autour donc, de cette région que sont les Amériques latines. Laurent Godet, qui est un auteur que j'ai lu aussi, qui a écrit un livre qui m'avait passionné à l'époque, La mort du roi de Sango, qui avait reçu un prix littéraire en 2002 par ailleurs, et le prix également le prix Goncourt des lycéens. Donc voilà pour la teneur des artistes invités, des artistes mais également des comédiens, entre autres Jacques Martial qui va faire une lecture. Donc voilà, je sais que mon temps est compté. Juste quelques temps forts. Mercredi 29, aujourd'hui à 15h30, une conversation avec Jim Fergus, justement, Fergus, dédié au club de lecture. C'est aujourd'hui à la médiathèque du Lamentin. Peut-être vendredi 1er. Là aussi, il y aura une soirée, également le 1er décembre à 19h, que vous allez rencontrer Simone Schwarzbart. Et puis samedi 2 décembre, là aussi, différents salons littéraires qui vous accueilleront à la résidence départementale le 2 décembre à 15h30. Je vous propose vraiment d'aller sur le site internet www.amérique insulaire. Vous allez avoir l'ensemble des informations, y compris les signatures qui vont se tenir ce mercredi 29 à la FNAC, au parc d'activités de Colin, où vous aurez des signatures avec Eddie Cadour et Schwarzbart. Et en fait, samedi également des signatures à la FNAC. Voilà, donc très très vite, je termine avec un agenda au Moule le 14 décembre. Donc le Juste Autrement vous accueille pour un chanté Noël, je reviendrai dessus. Et puis reparler de l'événement du 2 décembre et du 1er décembre à Vieux Habitants, où là il y a quand même des rencontres, un pour les enfants le 1er décembre, le vendredi, avec des scolaires, donc ateliers, tout ça autour du thème de, ça y est, j'oublie mon thème, mais je vais en reparler, le réchauffement climatique, un enjeu pour tous, 1er et 2 décembre à Vieux Habitants. Donc des thèmes pour les enfants avec les scolaires le 1er décembre, et le 2 décembre, on reçoit les adultes autour de bicaparole, autour d'artistes, de graffeurs. Donc venez nous rejoindre et allez sur le site du Parc National, ainsi sur notre page Facebook, vous aurez toutes les informations. Voilà, et vous pouvez m'appeler au 06 90 13 70 73. Tout de suite, voilà. La suite du journal avec qui ça, on est précis.
Hier a eu lieu au Rosier un séminaire de définition de l'accessibilité propre à la ville autour de la mise en accessibilité du territoire. L'objectif était de définir aussi bien d'identifier les enjeux et les opportunités afin de les traduire en actions opérationnelles. En outre, rendre les territoires accessibles à tous les citoyens afin de permettre et de favoriser la cohésion sociale dans la vie des personnes handicapées, mais aussi bien ceux à mobilité réduite. Des images de Stanley Manica. Ok. Nous organisons un séminaire afin de permettre à la ville de s'engager donc dans sa démarche de mise en accessibilité du territoire, de définir, d'identifier nos enjeux et les opportunités et les traduire en actions opérationnelles. Aujourd'hui, donc déjà ce matin, on a une première partie réglementaire de sensibilisation, une deuxième partie sur la vision du territoire, les enjeux et les opportunités. Et cet après-midi, donc les participants vont bûcher autour de 4 ateliers. Un atelier sur le tourisme et le nautisme, le second sur l'attractivité du territoire et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le troisième, l'action et la cohésion sociale, et enfin le dernier, le plan d'aménagement des voiries et des espaces. Donc il va falloir définir des objectifs, des actions, des résultats, et également les perspectives du territoire. Alors l'objectif effectivement c'est que nous soyons accessibles à tous, donc au-delà de la réglementation, de l'obligation réglementaire, l'objectif c'est véritablement de rendre le territoire accessible à tous les citoyens, permettre donc de favoriser la cohésion sociale des personnes en situation de handicap, mais également des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, que nous puissions donc tous en tant qu'usagers du territoire avoir une amélioration du cadre de vie. Alors aujourd'hui, il est spécifiquement dédié donc aux élus de la collectivité ainsi qu'aux cadres, et également donc avec l'appui donc de la CAMA donc qui nous a accompagnés notamment sur une animation, et nous avons également invité la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Alors pour le moment, nous définissons notre stratégie. Dans les actions opérationnelles, donc en fonction des thématiques abordées, nous allons mettre en place des actions de concertation, donc où les usagers seront concernés, mais également les collectivités dont les domaines relèvent de leur champ de compétences, ainsi que les partenaires privés. Voilà, c'est parti pour la chronique de communication avec Véronique. Bonjour. Oui, bonjour. On parlera de quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'image de la femme dans la publicité. Et comment vous allez, j'ai envie de dire, vous allez décatiser ça, puisqu'il s'agit de femmes, n'est-ce pas? Alors, de quoi il s'agit exactement quant au fond? Alors, il s'agit en fait de montrer les différents clichés qu'on retrouve quand les publicistes proposent leur campagne de publicité, tout en sachant qu'on sait que l'objectif de la publicité, c'est de vendre, c'est de séduire, c'est d'encourager l'acte d'achat. Donc, il ne faut pas qu'ils perdent de vue cet objectif final. Alors, quels sont les différents clichés de la femme dans la pub aujourd'hui? Alors, nous avons connu la fameuse femme au foyer au début dans les années 50 où c'était la ménagère, c'était la femme à tout faire, la bonne à tout faire, on va dire ça comme ça. Son rôle était réducteur parce qu'il s'agissait pour elle de s'occuper du nettoyage de la maison, de faire les courses, de s'occuper de l'entretien de la maison. C'est la chanson « Quand ça y est, qu'on perd boubou ». Exactement, j'ai pensé à cette chanson-là en écrivant cette chronique, le titre de Zouk Machine. Effectivement, son rôle était limité et à juste des tâches ménagères. Donc il y a ce cliché-là de femme au foyer. Il y a aussi le cliché de femme mère, où on est dans les années 50, où on a le baby boom. On est dans ce genre de circonstances où la femme enfante, donc on montre l'image de la femme parfaite qui s'occupe de ses enfants. Donc tout cela, ce sont des clichés, mais aujourd'hui, le cliché qu'on retrouve le plus, c'est le cliché de la femme objet. Objet du désir ?
objet de désir, objet de tout, objet de confusion, objet de séduction. De séduction, puisque le corps de la femme devient un objet, un argument de vente. Et j'ai retrouvé sur le net une image qui illustre bien cette image de femme objet, l'image numéro 1. Je vais demander aux techniciens de faire passer cette image. Effectivement, et on reconnaît l'artiste qui est dessus, l'image numéro 1. Pas celle-ci. C'était juste avant, je crois l'avoir vu. Oui, voilà, c'est celle-ci. Beyoncé. Merci. Oui, Beyoncé, on la reconnaît. On connaît Beyoncé, on la présente plus parce qu'elle chante et elle chante bien. Et là, on la voit en train de poser pour un parfum. C'est un parfum qu'elle a elle-même créé. Qui n'est pas super, ce parfum d'ailleurs. Je ne connais pas la senteur. J'ai eu l'occasion de l'essayer comme ça pour l'offrir et puis ça valait pas le coup. Mais on voit bien ici la posture, une posture aguichante, légèrement vêtue. Et on voit aussi que les couleurs du parfum, elles portent également le rouge, donc ça se confond, une sorte de confusion entre désir du corps de la femme et le produit qui est proposé. Donc, on ne sait pas ce qu'on achète, est-ce que c'est le parfum ou c'est Beyoncé? On ne sait plus ce qu'on achète, si c'est la femme elle-même, le désir qu'elle provoque, ou c'est le produit qui est représenté. Bon, l'amalgame est fait en tout cas, et on voit bien dans le cadre de ce cliché de femme-objet que c'est le sex appeal qui prédomine. Alors il y a aussi la femme fatale. Il y a aussi la femme fatale, et cette femme fatale qui est synonyme de femme libérée, de femme qui assume son pouvoir de séduction, de femme qui donne aussi le sentiment d'être insatiable, elle est indépendante, elle est élégante. Donc vraiment c'est ce cliché-là qui est un cliché très actuel aujourd'hui, cette image où la femme ne dépend que d'elle-même. Alors on peut dire que la pub c'est un petit peu sexiste? C'est pas un petit peu. Beaucoup même. La pub, oui, il y a. C'est un milieu vraiment qui est très sexiste et aussi discriminatoire. La publicité n'hésite pas à réduire la femme à son plus simple appareil, à faire des connotations péjoratives et dévalorisantes. Et là, je demanderai à ce qu'on puisse montrer à l'image, la deuxième image, Vita Liberté. Une campagne justement qui avait été lancée par une salle de sport pour encourager les gens à faire du sport, et le slogan est très parlant. Vous voyez bien qu'on propose un dilemme aux gens: il est préférable d'être moche mais pas grosse. Donc ce sont vraiment ce sont vraiment des clichés dévalorisants. Et je vous ai aussi trouvé une autre image, celle de Babette. Et là, on est vraiment dans le sexisme pur. L'image suivante, s'il vous plaît. On est vraiment dans le sexisme pur, dans l'image dévalorisante de la femme. Tout ça pour mettre en avant quoi? L'image de Babette. Est-ce qu'on peut me l'envoyer, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Où on voit tout ça pour mettre en avant, en tout cas, les qualités d'une crème fraîche. Donc, ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes, et qu'au moment où cette campagne avait été lancée, ça avait fait toute une histoire. Des féministes étaient montées au pouvoir pour contester ce genre de message dans la publicité, et on voit que la femme, elle a en main ses spatules, mais je vous laisse lire le slogan qui fait allusion en fait au fait que la crème fraîche est censée se conserver longtemps. Bien sûr. Bref. Ensuite, nous voyons aussi des images provocatrices, des images connotées, telles que cette jeune femme assise sur sa valise en train de faire du stop, et tout cela pour une campagne d'une auto-école. Donc on voit bien l'allusion, parce que cette dame, elle est au bord de la route. Elle fait du stop. On peut faire allusion à cette femme prostituée aussi au bord de la route. Donc il y a vraiment... Tu viens chérie, c'est ça? Oui, c'est vraiment... Tu montes chérie. Oui, tu m'embarques. Oui, donc c'est vraiment des connotations péjoratives
mais heureusement. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, ça, en tout cas, ça a l'intérêt d'attirer l'attention. Oui, c'est fait pour. C'est ça l'objectif de la pub, attirer l'attention. Ça a l'intérêt d'attirer l'attention et de choquer. Oui. De choquer. Mais il faut aussi dire que la pub ne sert pas seulement à dévaloriser la femme, oui, il y a quand même il y a quand même des messages positifs qu'on peut tirer au travers de la publicité. Et j'ai trouvé cette belle image, cette belle photo de la toute dernière photo de Lupita Nyong'o. Oui. Voilà. C'est une Africaine. C'est une Africaine, oui. Elle est super jolie. Elle est kenyane. Ouais. Et c'est une actrice, réalisatrice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a prêté son image et elle a une très belle image. C'est une jeune femme qui a été désignée plus belle femme du monde en 2004. Wow. Oui, par le magazine People. Je ne l'ai pas, il faudra la chercher sur Internet. Oui. Donc vraiment, et là on trouve sur cette photo qui la rend sublime, qui la rend vraiment belle et agréable à regarder. Donc la pub peut faire de belles choses également. Donc si la vidéo est prête, on va pouvoir aussi la lancer parce que vous savez que on a vu en début de propos comment l'image de la femme était dévalorisée, comment on mettait en avant ce côté sexiste. Il y a eu des mouvements qui se sont montés, qui se sont organisés pour dénoncer ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ce genre de mise en situation de la femme. Et il y a une vidéo que j'ai trouvée très intéressante et que je vais vous laisser visionner. I love giving blowjobs to sandwiches. I love sacrificing my dignity for a drink. I love sleeping with guys that don't know my name. The pursuit of happiness, just as our forefathers wanted. When my daughter grows up, that she has friends just like these. The key to my heart? A man that smells like a vagina. I'd sell my body for a burger. Nothing makes me hotter than watching a guy get his head blown off. I'm only here for your entertainment. What goes great with this dish? My butt. Obviously, my cleavage can sell anything. When I reach into my designer handbag, you know I'm naked. This shirt looks too good for pants. Peekaboo. Like what you see? Voilà, c'était donc sans l'écho, bien sûr, sans le Larsen. C'était la chronique de Véronique. On remercie. On vous retrouvera dans une quinzaine de jours pour une autre chronique aussi intéressante. Et tout de suite, on va boucler le journal, le ZCL avec Keïssa. Je crois que vous avez une brève importante et quelques informations à donner aux Guadeloupéens.
Oui, très important puisque nous annonçons à la population que le 15, qui est le numéro d'urgence du SAMU, n'est plus fonctionnel. Jusqu'à nouvel ordre, le 18 prend donc le relais. La régulation des médecins généraux se fera au 0590 85 13 13. Nous informons par ailleurs que les dialyses prévues le mercredi 29 novembre 2017 au matin au CHU sont reportées le soir à la clinique de Choisy. Et nous vous annonçons qu'un numéro est disponible pour les proches qui souhaitent avoir des nouvelles de leur famille. C'est le 0590 89 10 12. Je complète rapidement avec le dernier communiqué de la préfecture annonçant 60 patients ont été accueillis au centre hospitalier de Basse-Terre, 19 à Capesterre, 20 ont été transférés à la polyclinique des Eaux-Claires, 23 patients sont actuellement pris en charge au Palais des Sports du Gosier et 200 patients dont l'état de santé le permet sont pris en charge à domicile. On annonce aussi la visite très prochainement de la ministre française de la Santé. Il s'agit de Mme Agnès Buzyn. Et j'ajoute que le gouvernement français nous a annoncé la venue bientôt, la mise en place en tout cas, d'un hôpital de campagne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, sauf si un rappel des titres, non? Oh oui, un petit rappel des titres. Très rapidement, vraiment très rapidement. Depuis hier après-midi, la Guadeloupe était privée de sa principale structure hospitalière. L'incendie qui s'était déclaré aux environs de 14 heures dans un local technique avait entraîné l'évacuation totale du CHU avec le délicat transfert de prématurés ou patients du service de réanimation vers d'autres structures secondaires. Ils étaient nombreux ce matin devant la mairie de Capesterre-Bello qui avait vu son accès bloqué par le collectif des usagers de l'eau. Tous étaient regroupés dans le même but, manifester leur mécontentement concernant le manque d'eau dans la commune. Et nous avons terminé le journal avec une manifestation qui avait été organisée à Basse-Terre à l'occasion de la célébration du 25 novembre 2017. C'était la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Elle avait été relayée par différentes actions de sensibilisation. Et voilà, c'est tout pour les titres qui ont fait l'actualité aujourd'hui. Vous étiez en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve vendredi, puisque demain, nous ne nous verrons pas. Au revoir, Danick. Mais au revoir, puis on se retrouve effectivement vendredi pour une nouvelle session, puisque demain ce sera, je crois, une plénière en direct. Et puis, n'oubliez pas, le 1er et le 2 décembre au parking de Canal 10, c'est tout près ici, Quignon Grand, Bleu, un sourire à Noël. Il finit, c'est des réalisations Zébris qui a fait son maximum pour bien tenir les choses et finalement il a réussi. Il pâtit. Ne pas qu'il serait temps que nous soyons aussi sur la FM. C10 FM, c'est Radio en nous.